matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 24e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard et je suis en compagnie de la force irrésistible, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Nia Jax, Castonguay, c'est moi ça. C'est toi. Je blesse des lutteurs, c'est ce que je fais dans mon... Blesse des lutteurs et sont 30 dedans, tu no-sell toutes. Toutes! Je pense que je t'ai déjà vu no-seller un accident d'auto. Ah ben oui, mais là, mané, l'auto, c'est fait en métal, mais tu sais, le petit métal cheap, là, c'est pas fait en métal d'escalier. D'escalier. Eh non. Mané, là, c'est faible. Ah, t'es cool. Comment a été ta semaine, toi, Pierre? Très bien, moi je suis encore au Nouveau-Brunswick, comme vous l'aurez deviné. Fait que ce qui est bien pour moi, c'est que dans 2 jours, Elimination Chamber, moi, il va jouer à 6h le matin, pas à 5, parce qu'on est 1 heure plus tard dans les Maritimes. C'est un avantage quand même. Ah oui, c'est ça. Avantage. C'est ça, je suis chez ma mère. Si vous nous suivez, vous nous écoutez religieusement, vous êtes au courant que ma mère s'est fait opérer dans une hanche. C'est maintenant un robot. Et elle va très bien. Elle marche quand même relativement bien. Quoique, c'est une opération où la personne marche tout de suite après. Ça prend 24 heures, t'es déjà debout. À prendre quelques pas. Ta maison, ça va bien. Des fois, c'est un peu long parce qu'elle peut pas faire à manger, elle peut pas faire ce qu'elle fait d'habitude, sa routine, aller faire ses commissions. Mais on passe le temps pareil, puis on va passer au travers, gang. On va l'avoir. Fait que non, ça va bien. Et toi, ta semaine, comment ça a été? Moi, ça a bien été. Là, j'en ai pas parlé dans ça, mais là, j'ai quelques extraits, quelques épisodes du Gang Show dans lesquels je suis dedans. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un espèce de show sur YouTube là, où on reçoit des humoristes qui viennent faire des petits numéros de 3 minutes, tout ça. Donc, j'en ai 4 qui sont disponibles. Fait que, faut une petite recherche sur le Gang Show. Éventuellement, ils vont sortir également sur ma chaîne personnelle. Présentement, j'en ai juste mis un. Donc, 2 réussites, ainsi que 2 pas réussites. Donc, là, je suis genre on the edge de comme la prochaine va décider si l'industrie de l'humour aime ce que je fais en humour. Imagine. Ben, je vais prendre la balle au bon. Moi aussi, j'en ai un qui est sorti il y a quelques semaines. C'est avec le juge Rolly Assal, qui bizarrement est un très bon chum dans la vie. On a commencé à peu près en même temps. Fait que me faire juger par 3 chums, finalement. Là. Charles et Anthony sont aussi des amis dans la vie. Là. Fait que, puis je me suis rebooké la semaine passée. J'attends une réponse pour y retourner une 2e fois au Gang Show, moi aussi. Donc, je profite de ça pour le dire. Moi, je suis un peu moins technologique médias sociaux que Max, fait que j'ai pas rien publié, mais vous pouvez aller voir sur la chaîne du Gang Show directement l'épisode numéro 100 quelque chose avec Rolly Assal comme juge. Et j'en profite aussi pour dire que j'ai une compagnie moi, qui s'appelle La Chose, c'est de la coop des humoristes optimistes, c'est super efficace. On est en train de lancer présentement un atelier corpo pour votre entreprise. Donc si vous travaillez dans une compagnie puis vous dites, ça me semble c'est plate, ça me semble c'est le fun rire. Rire des fois là. C'est le fun. Rire, ça serait le fun à la job, rire. Des fois, dans mon cubicule, c'est un peu gris puis morose. Puis, il me semble le monde ici, ils sont pas le fun. Ben, tu nous appelles. Tu nous appelles. Faut que tu ailles sur le site de la chose. Sur le site de la chose, il y a sûrement un numéro de téléphone quelque part, peut-être. Sinon, il y a l'adresse courriel. Tu peux nous écrire. On communique avec toi, on communique avec les gens aux ressources humaines à ta compagnie et on vient chez vous faire un atelier d'humour. On offre des spectacles, on offre des conférences, tout ça pour ajouter de l'humour au travail. Fait que si c'est un produit, c'est quelque chose qui t'intéresse, on est basé à Montréal. Donc, tout ce qui est Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, peu importe, dans les grands centres, Montréal, qui est pas trop loin, là, on ne se déplacera pas nécessairement à cette île, à moins qu'on ait 4-5 entreprises à aller voir dans ce bout-là. Mais sinon, à moins que ça ne te dérange pas de payer des billets d'avion, hey! Ah oui, c'est ça. Avec des billets d'avion, on peut se rendre à une entreprise, probablement, en Australie. En Australie, je pourrais être là à 6h le matin. 5h, heure de l'Est. Tout ça, voilà. C'était ma cheap plug de la semaine. C'est bien correct. Et vous, sinon, de votre côté, on a Phil sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il nous a demandé, Phil? Ben, il était très excité parce que je pense que il a aimé ma chronique Qui le fait mieux. Moi aussi, j'aime beaucoup cette chronique-là. Et il y a une demande spéciale. Une demande spéciale sur le move qui est un spear. Donc, on va faire tout de suite ma chronique Qui le fait mieux. Donc, sur les spears, j'ai plus de noms cette semaine qu'à l'habitude. Habituellement, j'ai 3 noms. Il faut que tu choisisses parmi la liste de noms que j'ai. Qui le fait mieux
le Spear cette semaine entre Edge, Rhino, Roman Reigns, Bobby Lashley, Ricky Starks, Biggie, son Spear là, au travers des cordes là, qui est calissement pas dangereux, et Charlotte Flair, donc qui le fait mieux? Edge, Rhino, Roman, Bobby, Ricky, Biggie, plein de I. Ouais, c'est bon, c'est le fun ça. Puis Charlotte Flair. D'après toi, qui a le plus beau Spear de la business? La business, écoute. Hey, je suis surpris que t'as pas mis Goldberg. Je l'avais mis. Je l'avais mis, mais je l'ai enlevé pour mettre à la place Ricky Stark. Je voulais un peu plus de variété, un peu plus récent. Goldberg, on dirait qu'on le sait, on le connaît. Puis j'ai Edge qui a à peu près le même. Écoute, dans ce que tu m'as donné, je pense que mes deux préférés sont Edge et Roman Reigns. Ok. Classique. Je pense pour le avant Spear, je vais dire Edge. Ouais, ok. Parce que je préfère la face de fou de relève-toi que le monsieur qui fait grossir son bras là, avant de le frapper quelqu'un. Fait circuler le sang dans son membre. C'est ça, dans son membre de bras droit. Ouais, c'est ça, voilà. Fait que ouais, moi je vais dire Edge dans le meilleur Spear. Cool. Toi? J'ai deux choix que j'aime beaucoup là-dedans. Bobby Lashley parce qu'il fait une petite roulade à la fin, ça me fait bien rire. Et Biggie parce que justement c'est très c'est différent comme Spear. Puis c'est même pas son finish, c'est un move de transition un peu. Pour les gens qui l'ont, je vais peut-être mettre un gif ou peut-être mettre quelque chose alentour ici. Essayer d'expliquer en photo, c'est que la personne est à l'extérieur des câbles. Et Biggie fait un plonge, un suicide dive, mais dans la personne. Donc il spear, puis les deux tombent sur le concrete, sur le ciment. Donc, genre de mouvement qui pourrait être fin à une carrière. Là. Genre. Puis ironiquement, c'est sur un belly-to-belly suplex que ça a mis fin à sa carrière, mais oui. Exact. Mais tu sais, maintenant qu'à plus t'augmentes ton nombre de chutes et de moves risqués, c'est ça. Ça s'accumule, toutes ces choses-là. Et là, des fois, un petit move plus standard peut faire le travail de te blesser. Et peut-être à très long terme, peut-être pour toute ta carrière, malheureusement. Peut-être. Donc, ensuite, bon rétablissement. Mais ouais, toi, t'as comme des spears plus... tu sais, t'as des gros manches de spear. Ouais. Moi, on dirait l'idée du spear, j'aime ça quand c'est des athlètes un peu plus... foliforme, là, tu sais. Edge, là, un peu plus sur le long, là. Là, bang, ça rentre comme une vraie lance. Comme une vraie lance, ben oui. Ouais. Fait que, parfait. Toi, t'aimes tes lances un peu plus généreuses. Ouais, mais c'est des lances avec une boule au bout. C'est ça. Toi, c'est plus des lances pour défoncer les portes. Oui, c'est ça. Les genres de gros boulets, là. Pas boulets, mais les genres de gros bouts de métal. Ouais, c'est ça. Ouais. Je le vois. Génial. Ben, merci pour ta chronique. Et moi... On va enchaîner avec ma chronique, la chronique Lex 6. Et cette semaine, avec le mot catchphrase, que j'ai traduit en phrase de signature. Ben oui. Une phrase signature. Alors, ça, il peut y en avoir dans tout. Dans, par exemple, des shows télé, tout ça, là. Par exemple, j'ai regardé les Big Bang Theory, là. On a un Sheldon Cooper qui fait Bazinga, un peu une petite catchphrase de ce côté-là. Oui. Mais dans la lutte, c'est particulièrement présent parce que tous les lutteurs, toutes les lutteuses ont au moins une ou deux catchphrases qui vont répéter à chaque fois exactement qu'ils sont dans un ring. Et donc, c'est une manière qu'on puisse les reconnaître. C'est un peu comme on a comme appliqué l'idée du slogan à des humains. Donc, c'est un peu le slogan des gimmicks. Donc, souvent les catchphrases, les phrases signatures vont changer lorsqu'il y a un changement de personnage ou il y en a des nouvelles qui vont venir s'ajouter. Donc, si vous nous entendez dire dans les prochains épisodes ou les épisodes qui ont déjà eu lieu puis que vous les réécoutez en rafale, catchphrase, c'est ça veut dire. Ça veut dire des phrases classiques. Et là, question pour toi, parce que là, il y en a eu des centaines, voire peut-être des milliers de phrases signatures dans la lutte. Ouais. Lesquelles, je vais quand même t'en laisser plus qu'une, lesquelles t'ont le plus marqué, t'ont le plus fait, ça c'est ma préférée, j'ai tout le temps hâte de l'entendre. Quel... Moi, j'étais un gars de lettres, hein. J'étais un gars de paroles, j'étais un gars qui aime la littérature. Un grand érudit de la littérature. Oui, quand même. Ouais. Donc, pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup le « Awesome » de Miz. Ouais. Qui est
pas un catchphrase, mais un catchword. Je sais pas Oh, si ouais, ça, non, ça, ouais, tombe, ouais. ça compte là-dedans quand même. Non, ça tombe dans ça. Ça tombe dans ça. Je suis le Miz et je suis awesome. Voilà, exactement. Ça, c'est la catchphrase, exactement. Ouais. Sinon, ça me vient pas. Toi, t'en as-tu? J'imagine que oui, là, tu y as réfléchi un peu. Ah, ben, tu sais, c'est sûr qu'on a qui est revenu d'ailleurs, le roi de la catchphrase en The Rock, il y en a comme des milliers. Fait que, puis tu sais, t'es comme. C'est ça la force aussi là, de bonne catchphrase, c'est pas juste le texte, mais c'est également la livraison, si on veut. Puis The Rock en est le parfait exemple, parce que toutes ces catchphrases veulent un peu rien dire. C'est un peu lousse, mais. Tu sais, genre, tu mets ces mêmes mots-là dans Cesaro, pis c'est sûr que ça fonctionne pas, là, tu sais, dans Claudio Castagnoli. Avec, là, je veux dire. Exact, fait que tu sais, si on lui demande qu'est-ce que le Rock a cuisiné, si on sent ce que The Rock a cuisiné, tu sais, ça veut pas dire grand-chose, mais il le dit tellement de manière parfaite. Ouais, je parlais pour l'ensemble de l'œuvre, je veux dire, The Rock. Okay. Ben, Austin, sinon, dans les... 16, ben, j'aime bien le... Because that's the bottom line, because Stone Cold said so. Ça, c'est quand même assez classique et assez répandu. Ouais, ou Gimme a Hell Yeah. Moi, j'aime beaucoup quand ça fait réagir le public en même temps. Fait que, tu sais, le Gimme a Hell Yeah. Ça, j'aime bien ça. Qui est un peu la genèse du Yeah de Eli de LA Knight plutôt. Vraiment. Qui est un peu aussi la genèse du Yes de Daniel Bryan. Ouais, sinon, tu sais, t'en as des classiques que je trouve qui rentraient bien dans le personnage. On parlait de Goldberg, tu sais, le Who's Next, c'était quand même bon. Avec une streak d'invincibilité. Dans celles qui sont là présentement. C'est ce que j'essaie de penser. Il n'y a rien qui. À part le hier de LA Knight, parce que je l'ai fait tantôt, on dirait le Yes, mettez. Ouais. Tu sais, dans ceux en ce moment, t'as. Qu'est-ce qu'il y en aurait? Tu sais, Randy, en a pas tant. Non, c'est ça. On dirait qu'on se souvient plus de celles qui étaient à l'époque, là, tu sais. Ben, Acknowledge Me. Acknowledge Me. Ben, il y a MJF. MJF, il est quand même le roi, je pense, un peu ben de la oui, catchphrase. Better Than you and you know it. Ou I'm your You're not scumbag. on the level of the devil. Ouais, quoi d'autre? Quand il réussit à faire des chants comme sportsmanship, ça reste que c'est un peu tout des catchphrases. Dans l'esprit du catchphrase. Okay. Oui, MJF, c'est vrai qu'il est peut-être le nouveau roi incontesté de la catchphrase en ce moment. Jericho. Puis j'ai toujours bien aimé Bret Hart. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. Une très bonne. Jeff Jarrett? Très bonne phrase qui fit avec. Tu sais, faut quand même que tu backs cette phrase-là quand tu dis ça. Puis il y avait le in-ring pour le backer. Donc, ça, Jeff Jarrett, je sais pas si c'est net de son cru. ou... Double F, double G, double T, whatever. Ouais. Épeler son nom. Toujours bon. J'adore ça. Fait que vous, c'est quoi vos phrases signatures qui vous ont marqué? C'est quoi vos préférences en ce moment de l'histoire, tout ça? Décrivez-nous ça dans les commentaires. Si vous êtes sur à l'audio par podcast, allez sur nos pages Instagram ou Facebook et écrivez-nous des commentaires également à ces endroits-là. Sinon, sur YouTube, c'est simple, juste en dessous. Faites une petite pause, allez écrire ça et poursuivez votre épisode. Et justement, de notre côté, on va le poursuivre avec ta chronique de ton côté. Ça va être ton match de la semaine. C'était quoi ton match de la semaine, Pierre? Mon match de la semaine, c'est un match qui a ouvert le SmackDown du 16 février, c'est bien ça? Donc, c'était le 16 février. C'est le vendredi de la semaine passée. Vendredi dernier, ouais. Kevin Owens contre Dirty Dom Mysterio, un match de qualification pour la chambre d'élimination. Donc, on commence... Hey, on vous rappelle, hein, avant ça, allez remplir le questionnaire. Là, si vous me dites, écoutez, la journée où ça sort, il vous reste une journée et demie pour le sortir. Fait que là, allez remplir le questionnaire de prédiction de Elimination Chamber. On vous avertit. Pour samedi matin, 5h. On vous avertit mardi passé, là. On vous avertit qu'il fallait le remplir. Si tu l'as pas fait là, qu'est-ce que t'attends? Dernière chance. Dernière chance. Tu le fermes quand? Vendredi soir? Ouais, ça risque d'être vendredi soir avant que j'aille me coucher parce que je pense pas que je vais me lever dans la nuit pour le faire. OK. Vous avez jusqu'à vendredi, 7h30, 8h, tu te couches? Ouais, c'est ça. Mettons minuit. Vendredi. Samedi minuit. Samedi minuit. Parfait. J'aime ça. Minuit 1, samedi. Oh,
11h59 le vendredi. Anyway. Exact, ouais, ça va être ça et tout. Quelque part en entour de ça. Puis, faut juste pas que ça fasse comme pour le Royal Rumble où je te texte parce que ma blonde est en train de le remplir, puis tu l'as fermé au moment où elle est en train de le remplir. Mais ça, c'est sa faute à elle. Elle veut que je le faire avant. Fait que faites pas comme ma blonde. Remplissez-le. Allez là. Match de qualification pour la chambre d'élimination. Donc, Kevin Owens contre Dominic Dirty Dom Mysterio. On commence le SmackDown avec le match. Donc, toujours le fun de l'entrée de KO qui arrive, qui est toujours... c'est simple, il rentre, il veut péter des gueules. Ça a toujours fonctionné, ça va toujours fonctionner. On aime Kevin Owens. L'entrée de Dom, plus difficile pour le beau petit Dom qui se fait huer, hein, parce que il essaye de passer un message, il essaye, mais la foule le laisse pas dire un mot. Je trouve ça plate. Il veut dire que tout son clan, là, le jour du jugement, est au top. Ils vont rester au top. Finn puis Priest vont gagner, vont garder leur titre. Mamie va vaincre Nia Jax. Puis chez elle, elle va être chez elle devant sa famille, devant ses amis. Elle va gagner. Puis Dom, ben... il est tellement fort, il est tellement bon, il va aller gagner l'élimination en chambre. Mais ça en était trop. Le manque de respect envers Dom est trop fort. Même Kevin qui est comme... Je comprends pas. T'sais, il fait signe, là, il est quand même gentil. Kevin est comme, je comprends pas ce que tu dis. Parle plus fort, je comprends pas. Mais c'est un Dom un peu fâché, finalement, qui essaye de faire passer un message, puis qui est pas capable. Puis je le sens... Je le sens contrarié, je le sens sur le bord des larmes pour entrer dans le cercle carré de la lutte. Le match commence. On s'étudie un peu. Hein, on fait quelques petits tests de force jusqu'à temps que Kevin demande à Dom d'aller. Va dans les câbles. Va courir dans les câbles. Là, puis on va. Va courir dans les câbles, on va se frapper dans l'épaule. Puis clairement, Kevin a un avantage, là, pauvre petit Dom. Il revole aussi loin que sa chance de se rendre à l'élimination de chambre. Pauvre petit gars, il se fait huer, il se fait frapper, il se fait rudoyer. Ça va pas pour le pauvre. Non, je te sens comme un peu d'empathie là, dans ta voix. Là. Ouais, mais c'est que la foule est heureuse puis de voir un Dom revoler, puis il manque de respect, mais comme... Dom, c'est la quintessence de la lutte. C'est la perfection de la lutte. Je veux dire, il y a Dom, puis juste en dessous de lui, il y a Dieu. Je veux dire, c'est pas puis il est pas fou. C'est ça l'affaire, c'est que Dom, il est pas fou. T'sais, il roule en dehors du ring. Après, ça a refait rentrer dedans beaucoup trop fort. Puis, il va reprendre son souffle. Dom, ensuite, revient dans le ring parce qu'il est très en forme. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour reprendre son souffle. Il revient dans le ring assez vite. Mais il peut pas réussir à avoir l'avantage. Kevin, il travaille fort. Mais Kevin, il est grand, il est gros, il est large. Puis Kevin, il a les chiens. Il essaie de le puncher direct dans sa face. Hey, c'est pas de la boxe, là, c'est de la lutte. Fait que Dom, il est pas calme. Encore une fois, il se roule dans les câbles. Puis là, ben, l'arbitre intervient. Parce que l'arbitre aussi est comme, hey, touche pas Dom, là. Avec ton gros poing, là, Kevin. Là, Kevin commence à être frustré. Puis tu sais, Dom, il est plus old school. Là, à l'époque, là, on se souvient, c'était interdit de donner un coup de poing dans un match de lutte avec lui. Et il essaie de garder cette étiquette-là, mais Kevin, il respecte pas ça. Puis je commence à réaliser pourquoi le monde eut Dom à ce point-là. OK. À ce moment-là, c'est qu'il est en avance sur son temps. Il est plus intelligent que tous les autres lutteurs. Que tout le staff, que tous les fans. C'est pour ça que le monde l'a eu. Que tout l'univers. C'est ça. Il est plus intelligent. Son QI est plus fort que tout. Puis là, le monde l'a eu parce que les gens sont jaloux. Moi, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Puis vous allez comprendre son génie parce qu'il n'y a pas. Il revient dans le milieu du ring. Et là, il réussit à prendre le dessus sur Kevin Owens, Paclao, Eric Arana, un arm drag, un dropkick. Puis on voit que le temps que Dom a fait en prison lui a été bénéfique parce que c'est clairement là qu'il a tout appris ces moves-là. C'est son temps en prison. Dans ce week-end-là en prison. Il a tout appris, tous ces moves-là, parce qu'il est tough. Puis ça se peut même que je pense qu'il les a inventés. Il a inventé exactement ces 3 moves-là back-à-back. Il a inventé cette séquence-là en prison, puis il le montrait à d'autres prisonniers pour qu'eux puissent se défendre. C'était tough à faire. Il faisait ça, pas de ring, pas de cow, là, il faisait ça à travers des barreaux. À travers des barreaux, lui, il bump. C'est ça l'affaire, c'est que ce qu'on sait pas, c'est que pour lui, bumper dans des câbles, c'est comme trop confortable parce qu'il est habitué de bumper dans des barreaux de cage, des barreaux de prison. De prison, ouais. Oui.
Puis là, la foule continue. Bouh, bouh, t'es trop intelligent, t'es trop en avance sur ton temps. Puis moi, je l'ai entendu. J'ai entendu des fans dire ça. T'es trop intelligent en anglais, c'est sûr. Puis je comprends qu'il y a bien du monde qui nous regarde, qui sont peut-être un peu en deçà de la moyenne, puis qui comprennent pas l'anglais. Fait que c'est pour ça qu'on le fait en français. Puis je me force pour pas parler en anglais. C'est certain que tout le monde qui nous écoute comprenne. Puis je suis sûr que Dom, lui, il comprend plus qu'une langue. Là. Lui, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, en mandarin, il comprendrait tout le temps ces choses-là. Tout. Je pense que je l'ai même vu parler le langage des signes un moment donné. Avec ses coudes. Ouais. Pendant ses moves, me semble, il fait une description de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Mais ça a l'air que lui puis Chris Statlander, des fois, ils s'envoient des signes comme ça là, à travers la caméra, à télé. Parfait. C'est ça, que la foule qui l'a eu, t'es trop en avance sur ton temps. Puis Kevin, lui, il est pas fou. Lui non plus, mais c'est surtout parce qu'il est expérimenté. C'est pour ça qu'il a de l'air intelligent. Il est très pragmatique aussi, là, Kevin. C'est un rock, là, il est solide. Fait que, il se relève assez vite et frappe Dom tellement fort, comme pour essayer de lui donner une commotion, pour comme descendre l'intelligence de Dom. Comme pour essayer de le faire revenir au niveau de tout le monde. Puis Kevin continue, puis il se dit qu'il est plus gros, en fait, il a réalisé quelque chose. Parce qu'il a regardé son poing, puis il s'est regardé lui, puis il a fait comme mon corps au complet est plus gros que juste mon poing. Puis Dom, il est quand même solide. Juste mon poing, c'est pas assez pour lui faire une commotion. Fait que ce que je vais faire. Dom, il est plus gros que juste son poing aussi. Ça, fait je vais utiliser tout mon corps pour me jeter dessus pour qu'il fasse une commotion. T'sais. Très pragmatique. Non, c'est exactement. Fait que il veut faire se lancer entre les cordes. Fait qu'il lance Dom en dehors du ring, tente un plongeon entre les câbles. Mais Dom, dans son génie surhumain, il se tasse. Il s'est tassé. Il n'y a personne dans le monde de la lutte qui s'est jamais tassé, jamais quand il y a eu un plongeon entre les câbles. Comme lui, il a trouvé le code. Là, il réinvente la lutte. Il s'est juste tassé. C'est comme... Puis comme... C'est fou. Comme... C'est même pas une move, mais c'est une move. Là, comme il est au-dessus. Les deux hommes... Ben, en fait, les deux hommes, Kevin... qui est un homme, et le dieu. Et le demi-dieu qui est Dom se battent en dehors du ring. On veut mutuellement se donner des commotions, j'ai l'impression. Kevin roule Dom dans le ring, finalement. Il se retourne de bord, et lui, il est en dehors du ring, Kevin. Il est en dehors du ring. Il se retourne, et qui est là? Notre vérité avec un R, R-Truth, est là. Kevin, il comprend pas vraiment pourquoi, mais il a l'air fâché parce que... C'est un peu la seule émotion que Kevin est capable d'avoir, là, à être fâché. Parce que là, R-Truth, il est dans le Judgment Day. Est-ce qu'il vient-tu aider Dominique? On sait pas. On sait pas vraiment, mais il est là. Il s'est présenté. Il est à côté. Fait que, Dom en profite. Il est pas cave. Il est intelligent. Ah non, il fait un baseball slide, baseball kick, bing bang contre la table des commentateurs, bing bang contre les escaliers, qui sont presque aussi solides que les muscles d'acier du prodige de la lutte, Dirty Dom. Ça a l'air que pour trouver la molécule qui rend les escaliers aussi solides, ils ont été chercher les molécules dans les muscles de Dom. Tu vois? Ah, ben là, oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Là, c'est aussi dur, les deux. Ben, voilà, c'est ça. Exactement. Dom est le seul qui est capable de plier ces escaliers-là avec un regard seulement. C'est juste pour te dire comment il est par-dessus tout le monde. T'sais. Fait que là, tout le monde retourne dans le ring et c'est là qu'on comprend l'influence de Dom sur toute la production de la WWE. Il peut peut-être même sur tout le réseau de Fox au complet parce qu'on est allé à la pause, même si tout le monde n'était pas à terre. Quoi? Dom avec sa force là, de perception, puis d'être capable de convaincre les gens, ils ont été à la pause. Bon, on revient de la pause, parce que je pense même que la pause était un peu plus courte, parce que la production a fait comme non, vite, il faut retourner, il faut filmer Dom, ça n'a pas de bon sens, il est trop bon. Dom est en contrôle, pour une fois. Mais ça n'a pas étonné personne qui soit en contrôle, on s'entend. Là. Le premier pin est tenté de la part de Dom. 1, 2, mais non. Je pense que Dom il s'est relevé là-dessus. En fait, il y a eu un kick-out. Je pense que Dom a quand même laissé une chance à Kevin pour celle-là. Il s'est dit, petit loup, il est fragile, sensibilité fragile, Kevin. C'est pour ça qu'il est tout le temps fâché. Hein? Ça cache quelque chose.
Mais faut que je l'admette, même si Dom est la quintessence même du lutteur parfait, il est venu, il est vu comme le dieu des dieux, mais ça reste que c'est quand même juste un humain. Il aurait dû piner KO comme du monde juste avant parce que faut croire que Kevin a oublié une brassée dans la laveuse parce qu'il se met à faire des cordes à linge, puis des cordes à linge, puis des cordes à linge, puis ensuite un cannonball, puis suivi d'un frog splash, puis il essaye de piner Dom, mais Dom, il kick out super facilement. C'est facile pour lui, même après tout ça. C'est facile, c'est naturel pour lui. C'est juste... Il y en a vu d'autres des cordes à linge. Ben oui, je croirais. Ensuite, Dom fait hommage à son vrai père, Eddie Guerrero, et tente un 3 amis. Mais Kevin aime pas vraiment sa technique à Dom. Faut croire, je le disais, Dom est bon, c'est le meilleur, c'est un dieu, mais Kevin a quand même plus d'expérience. Il dit non, j'aime pas tant. Je vais te montrer comment faire. Fait que lui aussi, il se réussit pas à se rendre à 3 amis. Kev a pas beaucoup d'amis. Il en a juste fait 2. Parce que Kev, c'est ça. Il a pas beaucoup d'amis comparé à Dom qui, lui, a plein d'amis. Il y a Finn, il y a Damon, puis il y a JD. Puis il y a Mamie. Ben, c'est son ami. Mamie, c'est son ami, mais c'est surtout sa mentor. T'sais? OK. Fait que 3 amis. Y a-tu R-Truth? Non, c'est pas son ami. C'est pas son ami. Non, mais il me semble, un moment donné, il demande de quoi? C'est là? Ouais, mais c'est ça qui est l'affaire, c'est que il va lui demander de quoi, mais avant ça, juste te montrer comment... Tu sais, là, je parle comment Dom est bon. C'est juste qu'il faut comprendre que Dom a fait pendant ce match-là sûrement le plus beau super kick de tous les temps. Il est tellement bon que Kevin s'est retrouvé comme à côté sur la deuxième corde. Et c'est là que son Dom, faux père est revenu en lui. Il fait le move qu'il a lui-même créé. Non, c'est lui qui a créé le move, là. C'est lui qui l'a créé, Il a perfectionné le move que son faux père, Ray, lui a volé. Il a volé. Ça n'a pas d'autre choix. Il fait le 619, le plus beau 619 de l'histoire. Ensuite, Dom, je pense que c'est ça dans la chronologie. Il me semble que Ray faisait pas le 619 avant la naissance de Dom. Puis que c'est Dom, peut-être durant l'accouchement, qui aurait fait un 619 il est sorti à l'accouchement en faisant un 619. Exactement. Il s'est pogné, puis il a fait un 619. C'est 619 direct. Direct sa cuisse. Ouais. Paclao, exactement. Après ça, il a pris le cordon, puis il a fait un hold avec le cordon. Un chokehold. Un chokehold sur le cordon. Il a fait ta pâte le médecin qui a accouché. Exactement. Puis là, toutes les infirmières étaient comme This is awesome. C'est awesome. Mais c'est la preuve que c'est vraiment... Il est venu sur cette terre pour... Eh oui, puis là, Ray, il a tout volé ces moves-là. Son faux père, il a tout volé. Et ensuite, Dom, avec toute son intelligence et son QI supérieur, voit que KO est une grosse brute à tête vide qui, peu importe le nombre de fois qu'il va le kicker, il va se relever. Il se rend compte que, même s'il frappe fort, Kevin, il n'y a rien en tête. Fait qu'il demande, c'est là qu'il demande à Truth, son ami, je vais mettre des guillemets, là, son ami, il se demande, il demande d'aller chercher une chaise. Il fait R-Truth, mais R-Truth, on se mentira pas vite. Il a pris, c'est niaiseux, il a pris la chaise, puis il s'est assis dessus. Oui. Il s'est assis sur la... Comme, c'est pas fait pour ça, une chaise. C'est fait pour gagner un match de façon extrêmement intelligente et super habile. Comme... Puis, à cause de ça, parce qu'il a fait le niaiseux, puis s'est assis sur la chaise, KO a triché. Il a fait un pump-up powerbomb. Puis il a gagné, il a triché. Le pump-up powerbomb devrait pas être un move légal. Ça, je l'ai dit tout le temps. Là. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça ici. Là. Et pourquoi ça devrait pas être légal? C'est parce que c'est bien trop dangereux. C'est dangereux, puis il gagne tous ses matchs avec ça, puis il a gagné des ceintures avec ça, comme ça devrait pas être légal. Point. Il a blessé, je me semble, du monde avec ça. Oui, il blesse tout le monde. Il fait ça sur le bord. C'est pour ça qu'il réussit à gagner ses matchs, il blesse les gens, puis il épine. Comme. Ok. T'as un point, c'est vrai. Fait qu'il a perdu. Le demi-dieu a perdu ce match. À cause de... là. Ouais, mais si j'enlève le masque et je vais un peu plus dans l'analyse précise du match, j'ai bien aimé comment KO... Sérieux. J'ai envie de dire super sérieux. Bienvenue à Radio-Canada. Non, en fait, j'ai bien aimé KO a protégé Dom tout le long.
comme quand tu le regardes pas avec mon œil d'imbécile, là, KO a vraiment comme il a leadé le match, il a tout le temps il parlait dans l'oreille à Dom de faire comme OK, on fait tel move, on est rendu telle place, comme il a vraiment bien protégé Dom. Puis normalement, c'est plus le heel qui fait les calls là, dans un match de lutte. Là, on sentait plus le vétéran qui prenait sous son aile. Complètement. Le jeune Dominique. Complètement. Je pensais qu'à la fin, ça allait être Kevin Owens, excuse-moi, allait gagner avec le truc d'Eddie avec le coup de chaise, le faux coup de chaise. Ouais. Je pensais que c'est vers ça qu'il s'en allait avec la chaise et tout, mais il était un peu déçu de ne pas voir ce move classique de méchant tweener, un peu gentil, mais Kevin Owens aurait pu s'en sauver facilement avec ce genre de move-là en restant quand même babyface. Ben, surtout qu'en ce moment, il y a un peu dans ce genre d'histoire-là, là, de comme, je triche, mais j'essaie de pas me faire pogner, puis... Fait que, effectivement. Mais, un beau petit match le fun pour voir un vétéran travailler avec un plus jeune, avec un beau match super fluide. Ça vaut la peine d'aller le voir. Puis c'est pas très long, c'est 8 minutes, là, ça passe super vite. Ça vaut la peine. Kevin Owens qui est tout le temps excellent, puis Dom qui est le meilleur lutteur au monde. Hein? Oui. Puis Kevin Owens qui se qualifie pour la chambre d'élimination. Il aura lieu à Perth. Perth, qu'on dit? Perth. En Australie. Il aura lieu ce 24 février, en pleine nuit. Fait qu'on va sûrement l'écouter un peu en retard, tout le monde, ici. À voir, hein, si Kevin... penses-tu que Kevin a des chances dans cette chambre d'élimination? Pour devenir numéro 1? Pas comme si on avait parlé il y a 2 jours. Il y a Drew, il y a... on va y aller avec Drew. Bobby. C'est comme, parce que comme toutes les tout le monde est légitime, je crois, dans ce match-là. Donc, de gagner. Puis on sent vraiment que le plan initial, c'était peut-être CM Punk qui s'est blessé. Plan B, Cody. Le public a changé ça. Puis là, on est rendu vraiment un plan C. Fait que j'ai l'impression que ça peut être ouvert un peu à tout le monde. Moi, je pense que c'est Drew, là. Je m'attends que ça soit plus un heel, cependant, parce que j'ai l'impression que Seth est plus du côté des gentils présentement. Donc, à voir. On a déjà vu le feud de Kevin Owens, Seth Rollins, il me semble. On les a pas vu travailler souvent ensemble. Peut-être au niveau... Je pense qu'ils en ont peut-être eu une autour du championnat américain. Dans le temps, 80... À l'époque, au début quand même de Kevin. Là. Peut-être. Fait que je pense qu'ils sont déjà croisés à ce niveau-là. Mais ce serait le fun. Sinon, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression que ça s'enligne vers Drew. Ouais, moi aussi, c'est Drew. Fait qu'à voir, vous allez pouvoir regarder notre épisode sur les sur les prédictions. On a parlé en large, tu sais. Exact. Fait qu'on va pouvoir vous dire, vous allez pouvoir toutes voir nos prédictions. Et vous, c'est quoi vos prédictions? Peut-être que vous pouvez croyer à un KO, tu sais, 2 gars bons au micro, ça ferait un bon road de WrestleMania pour la suite. Et on sait que aussi Kevin Owens s'est fait avoir quelques fois par le Bloodline, donc on aurait peut-être l'intégrer également à cette histoire, à voir. Et on enchaîne justement avec ma chronique. Et moi, ça sera pas un match, ça va être le segment de la semaine. Ça fait 2 semaines qu'on fait ça parce que la lutte cette semaine, il n'y avait pas tant de matchs incroyables, mais l'histoire qu'on nous raconte autour de Cody, The Rock, Roman Reigns ainsi que Seth Rollins, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Fait que je vais vous faire mon analyse. C'est un peu comme toi. On va y aller avec un peu mon œil absurde. Alors, d'abord, on va commencer à Raw. Tout commence à Raw. Yep. On a Cody qui arrive. L'entrée là, qui fait là. Moi j'aime ça. Il y a des bannières là. Des grosses bannières qui descendent, qui étaient pas là avant. Ils étaient pas là la take dans. Là, ils font descendre des grosses bannières avec le tatou de Cody, des drapeaux américains. Puis là, super rapidement, ils les enlèvent. Le staff est bon, les techniciens sont bons. Le staff, il est rapide. Là, tu vois, là, c'est du monde qui sont rodés. Fait que là, l'entrée avec les bannières du tatou, on enlève ça vite. Là, il arrive dans le ring, évidemment. Qu'est-ce qu'il demande pas aux gens? Il sort sa fameuse catchphrase qui est « De qu'est-ce que tu veux que je te parle? » C'est la traduction parfaite. Traduction parfaite. Fait qu'il nous demande de qu'est-ce que tu veux qu'on parle. Fait que il nous explique que c'est grâce à nous, le public, l'univers de la WWE, si le match, s'il peut enfin dire qu'il va affronter Roman Reigns à WrestleMania. On a fait entendre notre voix. Et ce qu'on disait, c'était... Et là, c'était très bien joué de Cody, parce que là, il allait le dire, mais non, la phrase était construite pour que le public le dise. Et ce qu'on disait, c'était We want Cody, on veut Cody, on veut Cody. Fait que bien joué, un bon mic skill de Cody de ce côté-là pour bien faire réagir, avoir les gens dans la paume de sa main. On apprend par la suite un fait un peu
un peu... en tout cas, c'est un fait farfelu. Moi, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super important. On apprend le signe astrologique de Cody Rhodes. T'as entendu ça? Non. Il dit qu'il est cancer. Ah. Et là, moi, je suis pas sûr. Et si jamais il y a des plus grands experts là, de signes astrologiques, dis-nous ce que ça veut dire. Mais lui, selon lui, il dit c'est pour ça qu'il est proche de ses émotions. Parce qu'il y a quelqu'un qui est cancer, puis les gens qui sont cancer sont proches de ses émotions. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Moi, je connais pas ça, mais... Ben ça, on aimerait besoin de quelqu'un qui est plus expert. Fait que dites-nous là dans les commentaires. Toi, t'es quoi? Toi, t'es quoi, Pierre? C'est un bélier. Bélier? T'es quoi qu'on dit de toi de l'habitude? Qu'un bélier, c'est quoi? J'ai 2 belles cornes. 2 belles cornes, c'est ça qu'ils disent? Ouais. Parfait. Moi, il dit... Moi, je suis un scorpion. Ah. Et moi, dans l'univers de l'astrologie, c'est un top heel. Ah, ok. Je suis la pire personne au monde. À chaque fois que je dis mon signe astrologique, je perds des amis. Moi, c'est sûr que j'ai déjà vu là, des fois là, des filles dans leur truc. Là, quand t'es un peu en recherche, genre si vous êtes scorpion, parlez-moi même pas. Ouais, je comprends. C'est très sérieux. Là. Les gens ils trouvent que je suis très méchant. Si je joue à ton jeu haut de mon gag de 2 cornes, là, Bélier, d'après moi, c'est très tête forte, donc un peu tweener. Peut être apprécié, mais peut aussi être détesté. C'est très tweener d'après moi, le Bélier. Ok. Fait que Cody, lui, est cancer. Fait que ça veut dire qu'il est proche de ses émotions. C'est pour ça qu'il est plus émotif dans la vie. Ah, mais il aimerait pas ça, être émotif à ce moment-là, parce que sinon, il pourrait dire que c'est un Cody crybaby. Ah, et là, un petit rappel. Parce que The Rock a insulté Cody. Et là, dès qu'il dit ça, les gens, ils disent Rocky sucks. Et fait à noter, parce qu'il va quand même avoir une évolution à l'intérieur de la semaine. Fait que là, à ce moment-là, on crie Rocky sucks. Il y a juste une personne qui voulait pas que Cody fasse son match. Hein? Puis c'est un potentiel président des États-Unis. Et là, il a comme dit ça de même, là, que c'est peut-être un potentiel futur président des États-Unis. Et là, je sais pas pourquoi, mais nous, quand on a publié notre beau sourcil d'ailleurs, Pierre, on a publié notre vidéo sur le retour sur la conférence de presse de The Rock. On a eu comme des avertissements de YouTube. Oui. Et ça, c'est vrai. Je pense que je l'avais même pas dit. Il y a eu des avertissements qui disaient que c'était une vidéo qui traitait de la politique américaine pendant les élections. Parce que c'est les propos qui étaient à l'intérieur du vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais beau genre changer la description. Ça disait tout le temps, c'est un contenu politique, ce truc-là quand on parle de lutte. Ça. Fait que là, je suis comme, y a-t-il des affaires que Google puis YouTube, ils savent? Ben oui. Que, genre, les journalistes politiques savent pas, genre, comme, c'est-tu comme on est-tu en campagne électorale puis The Rock va se présenter? Pourquoi il flag ça en disant que c'est une campagne électorale? Puis là, que c'est également dans la promo de Cody. J'ai comme pas trop compris. En tout cas, on dirait que comme fan de lutte, on en sait plus que des analystes politiques à Radio-Canada. J'ai tout le temps dit, les fans de lutte, là, c'est l'élite de la société. Là. Ben exact, mais là, force de croire que c'est vrai, même Google pense qu'on sait des affaires que les autres savent pas. Fait que si jamais il se présente, vous l'aurez entendu en premier au podcast des sommeliers de la lutte. L'Internet a essayé de nous censurer, mais on est là puis on en parle quand même. Fait que si jamais là, des gens de Radio-Canada nous écoutent, Sébastien Bovet, là, pour Motus Politique, là, on peut faire une entrevue ensemble. Exact. Faire une entrevue pour expliquer pourquoi The Rock va être le futur président des États-Unis. 2 imbéciles. Et qu'on le sait depuis longtemps. 2 imbéciles qui vont faire une chronique politique basée sur la lutte. Ça serait magique, là. Mais là, une fois, quand il parle de ça, il montre l'extrait de l'entrevue avec Pat McAfee. Et là, Pat McAfee, là, il est ringside avec. Et là, moi, là, si j'avais été Pat, je me serais senti mal. Hein, parce que là, il a parlé. Tu sais, c'est comme si en ce moment, on avait Kevin Owens là, dans le podcast. Puis là, que tu viens de faire toute une chronique pour dire à quel point tu le trouves tata et imbécile. Ouais. Mais là, c'est un peu comme ça que Patier, parce que là, il était là, il était en entrevue avec The Rock. Puis là, c'est là que Rock a commencé à parler des gens qui font des tweets puis qui mangent des croquettes. Ensuite, ils font des tweets puis ils prennent des croquettes. Puis là, ils font des affaires. Puis là, justement, Cody, il demande, c'est quoi? Il demande à Pat, c'est quoi qu'il faut faire avec les croquettes? Là, je vais te laisser expliquer. C'est quoi qu'il faut faire, Pat? C'est quoi qu'il faut faire, Pierre, avec les croquettes? Je vais prendre exactement la description parce que Pat McAfee l'a quand même bien décrit. Je vais vous traduire, là, c'est une traduction là, un peu sommaire, mais en fait, c'est ça, il pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec les croquettes? Et Pat, il dit, je pense qu'il faut les rentrer dans son cul. OK, ouais. Puis là, après, on les mange. En tout cas,
On sait pas trop. Mais effectivement, tout ça, il y a eu des bons rires, des bons gags. C'était très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment. C'est un des bons gags de l'année. Ah oui. On va voir si ça va se retrouver dans notre bilan 2024. Meilleur gag de comedy fête. segment. C'est celle-là. Mais c'est très drôle. Ouais. Ensuite, à Cody, il dit qu'il respecte quand même hein, le rock au micro, ce qu'il a fait. Que même lui, il a déjà été fan de le rock dans sa vie. Et là, quand il dit ça, on a le public qui se met à huer. On hue hein, le fait que Cody a déjà été fan. On est comme bouh. Là, on sent beaucoup de. C'est un gros hit, là. Tu sais, quand même, du côté de l'univers de la WWE. Mais Cody, hein, il coupe ça tout de suite. On dirait qu'il veut pas qu'il y ait ce bout-là, parce qu'il veut quand même laisser légitime le Rock. Mais il a pas aimé ça, quand le Rock, il l'a frappé. Hein, parce que quand il l'a frappé, il a manqué de respect. Ouais. Puis lui, il en avait pas manqué de respect à travers Jamais. ses ancêtres. Jamais. Là, c'est pas ça qu'il a fait. Il a juste dit que ses ancêtres seraient probablement pas fiers de ce qui se passe en ce moment. Il s'est pas manqué de respect de ses ancêtres, ça. Ben non. Puis là, probablement qu'il a écouté les conseils de CM Punk durant la conférence de presse parce qu'il dit, gars, tu m'as frappé, le Rock. Mais ça veut dire que je vais te frapper, moi aussi. What? Et ça, c'est le conseil numéro 1 de CM Punk Ouais. qu'il a fait. Il était comme, si tu te fais frapper, faut que tu frappes back. Ouais. Quand tu frappes Ouais. quelqu'un qui te frappe. Et CM là, Punk est pas lorsqu'il quelqu'un annonce d'amère ça, du tout. Fait que c'est bon de l'écouter. exactement. Exactement. Tout le temps frapper les gens qui te frappent. Ça fait pas escalader rien. Jamais. Au niveau de la violence, Jamais. ça fait juste régler les choses. Toujours. Et là, lorsqu'il dit ça, il y a Seth freaking Rollins qui arrive. Un gros pop, évidemment, comme toujours. Toujours un gros pas. Mais il y a tout le temps un gros pop. Il est trop bon. Hein, qu'est-ce que tu veux. Et là, Cody, hein, il le remercie de l'avoir défendu à la conférence de presse. Ah oui. Parce que hein, quand The Rock l'a attaqué, tout de suite, Seth était là pour venir le protéger. Et Seth, il dit qu'il comprend. Il comprend la situation pas facile dans laquelle Cody se retrouve. Et je veux dire, tu gagnes le Royal Rumble, puis tu te dis, je peux affronter qui je veux, puis moi, celui que je veux, ça fait mon histoire, mon papa, tout ça. Fait que Seth, il comprend ça. Seth, là, il aimerait aimer ça, affronter Cody, puis qu'il prouve à tout le monde que la meilleure ceinture, c'est celle que Seth a. Et peut-être que Cody a réussi, parce qu'il a déjà battu 3 fois, là, Seth Rollins, dans la dernière année, dont une fois avec un pectoral qui n'existait plus. Il était tout bleu. Fait que... Mais bon, c'est pas le choix qu'il a fait. Il veut finir son histoire. Mais il doit pas juste... Il veut pas... En fait, il faut pas qu'il veuille finir son histoire. Non. Il faut qu'il finisse son histoire. Il faut qu'il se rende au bout. Il a besoin, selon Seth Rollins, de finir son histoire. Pour lui, pour son père, puis pour tout le monde. Tout le monde qui est là. Parce que s'il le fait pas, et ça j'ai bien aimé ça, une belle intensité, hein, un Seth Rollins très intense dans cette promo-là, j'ai bien aimé ça. Il est en feu depuis quelques semaines aussi. Parce qu'il dit, s'il le fait pas, ça sera pas beau après Mania. OK? Parce que Cody Rhodes est probablement la dernière chance légitime qu'on a, nous, là, tout le monde, l'univers de la WWE, d'enfin enlever des mains de Roman Reigns et du Bloodline cette ceinture-là qu'il a depuis 3 ans et plus, depuis plus de 1000 jours, que Cody est probablement la dernière chance légitime pour c'est ça, qu'on enlève ça, puis qu'on enlève ça des mains de quelqu'un qui vient jamais se battre, qui vient jamais se présenter au spectacle, qui plus il gagne, ben moins il est là. Il a parlé de redonner le pouvoir au peuple. Ou, exact, il veut redonner le pouvoir, donner la ceinture au peuple. Ouais. Un petit clin d'œil, hein, celui qui s'autoproclame le champion du peuple, absolument. Le Rock. Mais il lui demande hein, quand même, hein, c'est quoi ton plan? Parce que si t'as pas de plan, ça va mal aller. Et là, il y a un gros rappel de l'histoire. Là, on sent que c'est une promo qui a été écrite pour un peu les gens qui n'ont pas suivi la lutte des dernières années, mais décident de revenir pour le Rock. Pour le Rock, c'est ça. Là, on fait un rappel de l'histoire, que l'an dernier, il était à Mania, que c'est fait... Tout ce qui se passe sur le temps avec le Bloodline, les gens interviennent, tout ça. Fait que là, il faut qu'il y ait un meilleur plan cette année s'il veut battre Roman Reigns. Aussi intelligent que Dirty Dom. Exactement. Hein, mais surtout que cette année, c'est pire. C'est pire parce que là, il n'y a pas juste le Bloodline qu'il y a à affronter. Il y a également, probablement, la plus grande star jamais créée par la WWE de l'histoire, qui est le Rock. Ah, ben oui.
Faut qu'il affronte, en plus d'affronter le champion le plus dominant de l'ère moderne, faut qu'il affronte la plus grande star qui se sont mis ensemble pour... Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont contre lui, là. Hein, parce que... On le dit pas, là, tu sais, on reste kayfabe quand même, mais il y a beaucoup de jeux de coulisses, puis là, c'est deux personnes qui ont beaucoup de pouvoir en coulisses, sont avec un gérant qui a beaucoup de pouvoir en coulisses. Fait que là, on va-tu être capable, tu sais, de passer outre toutes ces manipulations qui se passent en arrière-scène pour enfin donner la ceinture à Cody pour qu'il puisse enfin finir son histoire. J'ai bien aimé aussi, là, dès qu'il dit ça, hein, on a un Rocky Sox qui repart. Fait que là, hein, Rocky Sock, les gens, ils l'aiment pas. Ils l'aiment vraiment pas. Là, Seth, il dit qu'il est venu lui dire qu'il est pas obligé, hein, de faire le combat tout seul. Que s'il veut, Seth freaking Rollins peut l'aider. Hein, parce que pourquoi? Parce que Seth, et là, j'ai aimé ça, parce que tu me diras ce que t'en as pensé, mais moi, j'ai senti une petite allusion à toute l'histoire un peu légale qui se passe autour de Vince McMahon en ce moment. Ah, parce que Seth, ce qu'il dit, parce que Seth, il dit qu'il est tanné du monde dans le monde de la lutte, qui font ce qu'ils veulent et se foutent des ceintures, qui se foutent de l'industrie. Les gens qui s'en sortent toujours sans conséquences. Évidemment, à l'intérieur de cette histoire-là, on parle de Roman Reigns. Mais on pourrait, avec ce qui se passe dans les médias, on pourrait peut-être voir un petit pic de... Ouais, un petit jab de comment ça n'a pas de bon sens, que des gens s'en sortent toujours sans conséquences dans la vie. Et là, par la suite, Seth, il fait son mea culpa, hein, il s'excuse parce qu'il dit c'est un peu de ma faute si Roman est rendu comme ça. Moi, j'y ai tout montré. Tout ce que je savais au niveau de la lutte, j'y ai montré quand on était dans la même équipe, un peu plus jeune, quand on descendait dans le public puis qu'on arrivait. Fait que moi, j'ai créé un monstre. Je pensais pas qu'il allait devenir un monstre. Là. Je pensais qu'il allait être gentil, tout ça, mais j'ai créé un monstre. Puis là, il est maintenant associé avec le plus gros monstre de l'histoire, qui est le Rock. Mais si jamais il veut, il y a juste un homme qui peut être son bouclier. Qui peut être son shield. Avant, cette personne-là, c'était un architecte. Maintenant, c'est un révolutionnaire. C'est un visionnaire. C'est Seth Freaking Rollins. Avec un gros pop, évidemment. Une belle catchphrase, encore une fois. On drop le mic. Et merci, bonsoir. On a un Cody Rhodes qui quitte, qui va Seth s'en aller, qui est songeur. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça se termine, ce petit segment que j'ai bien aimé. Une belle intensité, un bon rappel d'histoire. C'était bien écrit. Meilleure promo que Seth a faite, là, peut-être depuis qu'il est à WWE, là, avec l'intensité, l'histoire, les il était là pour mettre de l'avant aussi Cody, pour élever quelqu'un d'autre. Fait que non, c'était très bien fait de la part de Seth Rollins. En même temps, ça laisse présager est-ce qu'il y aura éventuellement un affrontement 2 contre 2 à voir. Est-ce qu'on intégrera Seth à cette histoire-là? Ça sera bon. Ouais. Moi, je pense, je sais pas ça va être quand, si on le fait. Je m'étais dit peut-être qu'ils vont le faire en Australie. Là. Bon, ça semble pas être le cas parce que le vendredi, ils vont être à SmackDown. Donc, c'est un petit peu un peu trop court pour se rendre en Australie pour faire ce match-là. Mais bref, on va le savoir. Hein. Vous allez regarder SmackDown demain. On va voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Ça va vers où cette histoire? Est-ce qu'on aura un affrontement Seth Cody contre le Rock et Roman Reigns? Et qu'est-ce qui s'est passé à le Raw de cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on n'est pas rendu là dans notre analyse, fait qu'on vous en parlera pas. Exact. C'est peut-être passé quelque chose. Il y a sûrement d'autres choses qui sont passées, effectivement. En backstage, hein, on a après un court segment où Cody va voir Sami Zayn. Hein? Il lui dit qu'il croit en lui. C'était bon, ça. C'était bon. C'est très bon parce qu'on reviendra un peu plus tard, mais Sami a fait des bonnes promos dans les dernières semaines, un peu différentes aussi. Et il dit moi aussi je crois en toi. Puis sais-tu, plus important que moi je crois en toi, tout le public croit en toi. Comme tout le public a cru en moi, ils m'ont fait. Fait que un peu d'espoir. Et là, on amène ça évidemment pour essayer de faire un peu des transitions entre les différentes histoires. Mais j'aime quand même ça au niveau de l'écriture, de passer au lieu de juste un match de semaine où il n'y a pas d'histoire décrite, qu'on sente des liaisons un peu comme ça. Parce que la semaine prochaine, ce sera Drew McIntyre affrontera Cody Rhodes. Et cette semaine, en tout cas, la semaine qu'on analyse, c'était Sami Zayn qui affronterait Drew et qui a un peu eu une feud dans les dernières semaines avec Drew. Je viens de réaliser quelque chose. Je fais une parenthèse. Là, ça vient de me popper là. Ça se pourrait-tu qu'on vient de voir 2 histoires
qu'on vient de voir à peu près la même histoire qui a été racontée dans les deux fédérations principales, All Elite et WWE, dans le sens où on avait un champion, puis il y avait plein de monde qui voulait aller vers ce champion-là. À un moment donné où c'est un peu un clusterfuck, où comme tout est embrouillé, finalement, All Elite, ça c'est comme mal terminé-ish, c'est pas clair encore, mais la WWE montre qu'ils ont une meilleure équipe d'écriture et sont capables de se rendre au bout de cette histoire-là. Je sais pas si... c'est pas exactement ça, mais on dirait que c'est un peu ça aussi, comme certains parallèles à faire, j'ai l'impression. C'est vraiment juste... Ça vient de me popper là, c'est peut-être pas une super analyse approfondie de ma part, mais... je pense qu'effectivement, l'écriture du côté de la WWE est un peu mieux ficelée. Ouais. Surtout dans les conditions qui ont eu à réécrire beaucoup de choses. Ah ben oui. Dernière minute, oui. fait que j'espère qu'ils vont pas trop changer leur fusil d'épaule parce que justement, ça nous amène à SmackDown. SmackDown qui a eu lieu le 16 février. On a SmackDown qui arrive, hein, et on a le Rock qui arrive avec dans un F-150, hein, parce que pourquoi pas? Un gros monsieur comme ça, le courage, la légende. La légende, le Rock. Il rentre avec des Ford. Ensuite, on a un segment un peu plus tard dans l'émission où on a un Paul Heyman qui parle justement à Grayson Waller, hein, parce que Grayson Waller va avoir Cody et Seth Rollins en entrevue la semaine prochaine. Fait que là, on essaie de semer des choses. Peut-être qu'il essaie de le convaincre d'attaquer, de faire une embuscade. On sait pas trop. Et pendant qu'il lui parle, on a une commande de champagne qui est livrée directement dans la suite du Bloodline. C'est Jericho qui est là? Exact, fait que là, on sent un petit... on sent peut-être l'influence de The Rock, hein, quand il y avait son époque un peu plus méchante, hein, mais bien est entouré d'alcool et de jolies mademoiselles. C'est une autre époque également, mais bon, est-ce qu'on essaie de ramener un peu ça? À voir. Ensuite, on a le fameux segment de fin de soirée où le Bloodline arrive, rentre, c'est bon, sans le Rock. Évidemment, Reign, un classique, une autre catchphrase de Reign. Il demande aux gens on pourrait dire ça, de lui montrer du respect, de se rendre de le compte, reconnaître. de reconnaître qu'il est présent. Reconnaissez que je suis là. Donnez-moi de la Acknowledge me. Ouais. Exact. Donc là, les gens, évidemment, on lève le doigt dans les airs pour montrer qu'on est avec lui, qu'on est avec le Bloodline, que nous aussi, on peut se faire. Parce que moi, à chaque fois quand ils font ça, j'ai l'impression... Je sais pas si, en tout cas, c'est peut-être parce que j'ai trop d'amis qui sont diabète, mais j'ai comme l'impression que quand tu prends genre ton sang pour faire un test de diabète, j'ai l'impression, checker, on peut prendre notre sang, puis on est tous du même sang, tout le monde. Le Bloodline. C'est le sang, on dirait que c'est ça que je vois, quelqu'un. Je vois que ce mouvement-là. Puis je vais peut-être en perdre beaucoup, mais moi, ce que j'entends, c'est « Eh bien ». Eh bien, ouais, effectivement, Julien. Un humoriste de la relève. Il dit Reign là, qu'on doit bien écouter ce qu'il va dire dans ce qui arrive, bien même analyser tout ce qu'il va dire pour bien comprendre. Fait que là, tous ces mots-là, ils ont été choisis pour quelque chose. Ils ont été choisis. Tous les mots qu'il va dire ont été choisis pour dire quelque chose. Comme, est-ce que Roman Reigns nous parle à moi pis toi, Pierre? Ben, je pense parce que qui analyse la lutte? C'est les sommeliers. Puis là, il est comme, là, écoutez, analysez. Tous les mots sont importants. Avec là, moi, j'étais comme, OK. Comme assis, j'ai pris un pad, je me suis assis devant ma télé. Comme, OK, let's go. Tu peux parler, Reign, là, on est là. Fait que là, gars, je l'analyse, là, ta promo, je t'ai écouté. Vas-y, je suis prêt. Là, évidemment, quand il dit ça, hein, on a un Cody qui arrive, que les gens crient. Les gars, Brock, pas Brock, mais Reign dit non, mais c'est ça, celui c'est le gars qui a tout ruiné. Il a tout ruiné l'histoire qu'on était supposé écrire. C'est ça. Hey, parle de ça, juste gérer Brock Lesnar qui est pas content parce qu'il n'y a pas d'attention en ce moment. Bon, à noter que, juste pour vous dire, parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est que Brock Lesnar, on le voit plus à WWE. Il a été comme effacé de toute archive et il vit présentement chez Maxime. Donc, c'est le gros Brock qui jappait comme un petit chien. Exact. Il est très fâché de pas être dans la main event. Fait exact. Fait que là, il dit que c'est Cody que tout le monde crie, qui a tout ruiné l'histoire, la merveilleuse histoire qu'il était en train d'écrire avec lui contre The Rock pour le main event. Mais ce soir, on va réparer ce qui a été cassé. Okay, on va fixer tout ce qui a été cassé par Cody parce que le Rock est maintenant, pour la première fois, un membre officiel
du Bloodline. Yes. Et là, qu'est-ce que t'entends? Est-ce que tu sens ce que le Rock a cuisiné? La chanson à part. Le Rock arrive avec un nouveau look. Hein? Une veste d'or. Ouais. Veste d'or. Avant de rendre au frisson, il rentre avec une veste d'or. Et puis là, je sais pas si toi, quand t'étais jeune, t'écoutais ça. Les cités d'or, les merveilleuses. Ouais. Ça, c'était là. Moi, il me faisait penser à Tao. Un peu. Absolument. Hein? Este bandia, Tao, les cités d'or. Là, c'est. Oui. D'après moi. Exact. Moi, j'ai l'impression qu'il écoutait ça lui aussi, il était jeune. Il a comme fait, je vais m'inspirer dans mon look de Tao. Pour, je sais pas. Il y a un petit look Tao. Là, il a pas la même coupe de cheveux. Là. Il l'avait plus jeune, il l'avait, mais. Exact, mais là, c'est ça, il y a un petit look Tao. Hein, puis là, évidemment, c'est la première fois qu'il arrive avec son nouveau saut des cités d'or. Fait que là, il est comme, hey, checker les frissons. Les frissons que j'ai d'avoir ce look-là. C'est des gros frissons. Il se tape le frisson, là. Il se tape le frisson. Évidemment, pendant l'entrée, ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait quelqu'un, ringside, avec une pancarte qui dit Jimmy Uso loves. Genre comme donner de l'amour à Jimmy Uso. Mais il a juste colorié le J puis le I de sa pancarte. Toutes les autres, il y a juste genre le contour. Fait que la pancarte qui donne de l'amour à Jimmy Uso a elle-même manqué d'amour. Fait que j'ai trouvé ça quand même un peu méta, la personne qui a fait cette pancarte-là, ou qui a peut-être juste manqué d'encre ou manqué de temps pour finir, mais bon. Malheureusement, même les pancartes de Jimmy manquent d'amour. Pauvre Jimmy. Le Rock, par la suite, arrive dans le ring, évidemment. Un cheap pop pour commencer, parce que faut bien faire des cheap pop. Fait qu'il dit que c'est la plus grosse foule de l'histoire de Salt Lake City. Un spectacle. Un spectacle intérieur, un bas des records. Le Rock, il est tout le temps là pour battre les records. Moi, je suis impressionné. Mais il était très impressionnant. Les gens sont contents. Ils sont contents de dire ça. Ils applaudissent le Rock. Mais là, il dit non. C'est le record du plus grand nombre de pauvres qui vivent dans une maison mobile au même endroit qu'on vient de battre. Et là, évidemment, il se fait huer. C'était drôle. C'était quand même un bon gars. Puis là, il dit enfin, votre vie a un sens grâce à moi. C'est grâce à moi qu'on bat les records. Là, vous allez pouvoir raconter ça à vos 50 femmes. Puis vos 600 enfants bâtards qui ont été créés en inbred. Fait que là, j'ai commencé à faire des calculs, OK? Là, je vais sortir le Scott Steiner en moi, là. Ouais. Il dit que tout le monde a 600 enfants. De 50 femmes différentes. Et là, tu fais 600 divisé par 50. Ça veut dire qu'il y a 12 enfants par femme en même temps. Dans une maison mobile. Comprends-tu? Fait que là, tu te dis, OK, comment de temps ça prend tomber enceinte? Je veux dire, au moins 1 an et demi, 2 ans. Puis là, on tomberait à genre entre 18 et 24 ans d'espérance, on veut. Puis là, tu te dis, OK, mettons, tu commences à faire tes enfants à 16 ans, plus 24 ans, on arrive à 40, fait que je suis comme tabarouette. Le Rock, il a tout réfléchi à ça, puis il a donné des chiffres qui se peuvent. T'es impressionné de voir dans son insulte une efficacité mathématique à travers tout ça. C'est pas facile pour lui calculer parce qu'il a tout le temps les doigts gracieux parce qu'il cuisine tout le temps. Là, sur la calculatrice. Ben oui, c'est ça. Il est bien plus reconnu pour sa cuisine que pour ses théorèmes. Ben oui. Fait que, non, oui. Bravo, Rock. Ça se tient. Avoir 600 enfants divisé par 50 femmes par maison mobile. C'est peut-être juste la maison mobile qui marche moins. Parce que là, c'est 50 enfants. Ça fait beaucoup d'enfants d'une maison mobile. Faut du lit superposé en tabaslac. Faut pas du dortoir un peu. Là, évidemment, là, il dit des gags méchants, mais là, les gens, ils aiment ça. Et là, c'est là que je voulais voir l'espèce de conclusion. On a commencé avec un lundi où les gens criaient Rocky Sucks. Et là, on commence à crier juste des Rocky. Les gens... c'est pas ça qu'on veut, là. Ben là, c'est ça, là, les gens, branchez-vous, là, haïssez-les ou aimez Cody, comme il faut rester. Tu sais, le public est un personnage, là. On s'entend à la lutte, là. On peut pas faire des heel turns puis des face turns comme on veut, nous autres, là. Là, on leur a déjà fait changer toute l'histoire. Là. On va pas rechanger toute l'histoire parce que là, on le trouve cool, le Rock, quand il est rendu méchant. Là.
Fait que là, évidemment, Rock il est comme non, je peux pas être aimé. Fait qu'ils insultent encore plus. Hein. Il insulte les gens dans le public. Il dit aux gens qui ont des surplus de poids. Il essaie de faire du cheap eat avec ça. Et la personne qui se fait insulter à part arrêt. Tu sais, t'es comme tabarouette. Le Rock, il est trop bon. Il est trop bon. Même quand il est méchant, les gens, ils l'aiment. Et là, il se met à dire justement ce qu'on répète depuis tantôt. Hein, et c'était le plus gros main event. Il répète ça. Hein, vous préférez, vous autres, écrire assis sur vos toilettes We want Cody. We want Cody. Mais c'est ça, vous l'aurez pas. Puis là, arrêtez d'espérer. Puis de parler en même temps que moi. Puis de m'aimer. Là. Vous aviez votre chance. Vous l'avez pas pris. Haïssez-moi à la place. Là, il compare ensuite la lutte à un vrai sport. Là. Il dit les sportifs, ils pleurent pas quand ils perdent. Là. Ils disent pas, faut que je finisse mon histoire. Non. C'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent. Là. Ils se relèvent et ils vont gagner d'autres championnats après. Puis l'histoire de Cody, ben gars, est finie, l'histoire de Cody. Puis celle de la Bloodline, elle va commencer. Wow. Parce que, est-ce que vous sentez ce que le Bloodline cuisine? Et là, ça se termine sur ça. Tout le monde pointe dans les airs, mais le Rock, il pointe de même. Fait qu'il est dans le Bang Bang Gang? Il est un peu dans le Bang Bang Gang. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ou je sais pas. En tout cas, il a pas compris qu'il fallait juste pointer un doigt, mais bon. Peut-être loser, je sais pas. Ou peut-être c'est ça, une invasion du Bang Bang Scissor Gang qui s'en vient, mais... C'est quand même drôle. Tous les Ça, cas. c'est quand même drôle. Hey, imagine, tu plantes ces petites graines-là, là, puis ça vient tout dérailler le main event de même. Billy Gunn Avec qui Jay arrive. White. Jay White qui arrive. Enfin, je fais comment? Tu fais de quoi d'utile, Jay White? Enfin. Enfin, t'es relevant. Fait que c'est ça ce qui termine, si on veut, une semaine d'histoire bien écrite autour de Cody, le Rock, tout ça. J'haïs pas ça non plus qu'on fasse que ça soit écrit tout le temps à chaque épisode. Ouais. On a un Raw où c'est un peu plus Cody 7 qui construisent, puis un SmackDown c'est plus le Bloodline qui est là, puis on s'interchange, ça fait que l'histoire avance toujours. J'aime bien ça au niveau scénaristique. Des fois aussi, c'était malheureusement le problème avec Reign dans les dernières années, c'est qu'on sautait des semaines. Des fois, il arrivait, mais il partait pendant un mois, puis l'histoire restait un peu en flottement. J'aime le momentum qu'on a présentement. Je pense qu'on va le garder. Là, on s'entend, Seth et Cody vont à SmackDown la semaine prochaine. Est-ce que c'est parce que le Rock et Reign seront en Australie? Peut-être. À voir. Est-ce qu'il y aura une continuation de ça? J'ai l'impression que ce qu'on va voir demain va nous donner beaucoup d'indices à quoi s'attendre pour samedi matin. Là. Vraiment. Puis, qui est fourrant pour nous parce que nous, on n'a pas encore vu le Raw on n'a pas vu le Raw du 19, mais vous l'avez vu, donc peut-être qu'il s'est passé d'autres choses. On peut pas parler présentement parce qu'on est dans le passé. On essaie depuis le début de faire comme si on l'a vu puis comme si ça se passe. Mais non, on est dimanche le 18, là, maintenant, on va pas se leurrer. C'est ça. Mais moi, j'ai juste aimé que c'est la première run de Rock que moi je vois live. Ouais. Tu sais, j'ai vu des clips, puis j'ai écouté quelques vieux épisodes, mais c'est pas la même chose. C'est pas palpable. Ça, c'est palpable, puis je comprends maintenant l'engouement. Je comprends le most electrifying man in sports entertainment. Je le comprends. Oui, des fois, c'est... Et pourquoi il a été poussé aussi à ce point-là à Hollywood, tout ça, c'est qu'il dégage, il a un charisme qui est difficilement... Comme, puis tu sais, on a connu un John Cena qui a également un status semblable, mais j'ai l'impression qu'un... Exact, un Cena, je sais pas, il y a pas la même magie. Il est excellent aussi, là, on s'entend, le Cena. Là, mais John Cena est tout le temps à 8,5, 9. Il se tient dans ce range-là. Rock est à 10. Ah ouais, tout le temps. Même s'il n'est pas à 10, il est à 10 pareil. Il réussit. Même quand il est pas bon, il est bon. Ouais. La phrase on the fly qui crie I'm gonna come slap the earpiece right out of your mouth. Puis comme, là, tu fais comme ok, c'est niaiseux, c'est acquis, c'est à la limite un peu cringe, mais calisse que c'est bon parce que c'est lui qui le dit. Ouais. Il y a une rythmique, il est très bon. Il est très bon. Oh, ouais. Puis on est chanceux quand même d'avoir une nouvelle run de Le Rock. Ouais. Puis là, en plus, de la manière que c'est construit en ce moment, on n'a aucune idée ça s'en va vers où. Fait que c'est très le fun à voir. Il va-tu se tourner contre le Bloodline, rester heel pareil, mais il va-tu revenir babyface, il va-tu... Tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Fait que t'es comme... Tous les chemins vont marcher. Fait que c'est super le fun. Puis tu sais, on utilise aussi d'autres types de médias avec
avec le podcast de Pat McAfee, tout ça, les calls des Nuggets. Oui, c'est niaiseux, on a fait un gag la semaine dernière, mais ça reste, c'est une image, puis c'est ça, c'est comme une bonne manière de... Tout ce qu'il dit, c'est niaiseux, mais ça fonctionne. Puis j'ai l'impression que Rock a bien compris comment utiliser les réseaux sociaux et comment utiliser les nouvelles technologies qui n'étaient pas là quand lui luttait encore, quand il était encore actif. Puis j'ai l'impression qu'il réussit à bien intégrer tout ça. Il n'y a plus de kayfabe. Ça existe presque plus, mais lui, il réussit quand même à bien tout incorporer ça, puis à bien tout bien emboîter, tout son heel turn, tout le reste. Ça fait tout du sens. Non, c'est impressionnant à voir quand même. C'est super émouvant, c'est super beau. Ouais. Ben, moi, j'ai connu les autres ouais, c'est ça. Un peu plus tard, là, avant qu'il quitte. Ça fait quand même penser pas mal à la run qu'il avait lorsqu'il est revenu un peu part-timer avec Hollywood. OK. Où on jouait justement sur le fait qu'il était rendu part-timer et que c'était négatif à l'époque. Il y en avait beaucoup moins, là. On s'entend au début des années 2000, des part-timers. The Rock a un peu été l'instigateur. On s'entend que un Hulk Hogan à l'époque qui le faisait. Mais dans les années 90, il n'y en a pas eu tant que ça. Rock a été revenu là-dessus. Puis là, il y avait plus un personnage comédie méchant. OK. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus un personnage méchant, mais genre top heel. Puis genre... fermez vos gueules quand je parle au lieu de juste... Qui a déjà fait, mais pas sous cette lumière-là, qui a pas fait sous cet angle-là. On l'a vu déjà heel, très méchant, mais ça reste que il y a toujours un côté comique, il y a toujours un côté un peu niaiseux qui va sortir de The Rock. On dirait que c'est sa personnalité aussi. Mais de le voir sous cette... comme il reste ça se réinvente. Il réinvente ce qu'il connaît, mais il réinvente quand même ce qu'il fait. C'est une nouvelle version de ce qu'on connaît de lui. Fait que ça reste relevant. Fait que c'est intéressant à regarder, là. Absolument. Puis j'espère qu'il va pas tourner ou qu'il va pas briser le kayfabe. Comme, tu sais, il est resté heel tout le long, même si les gens se sont mis à l'applaudir. Puis je pense que c'est ce qu'il faut faire. On garde le cap, parce que là, si on se remet à changer, là, l'histoire, à un moment donné, elle fera plus de sens si on fait juste se revirer tout le temps le fusil d'épaule. Fait que c'était une des très bonnes promos, mais on enchaîne justement avec les autres bonnes promos de la semaine. Dégustation de la semaine. Ouais, alors, tout d'abord à Raw. Je te laisse jaser de celle de Sami Zayn dans les estrades. Sami Zayn qui est assis dans les estrades. Faut croire qu'il y a les jambes fatiguées, il a peut-être mal au dos, fait qu'il est assis dans les estrades, puis il profite. Il va être tranquille, il va être calme, mais il y a quand même une grosse tabarslaque d'équipe de production qui l'entoure quand il essaye. Sami, il veut juste un peu de paix, mais il est assis dans les estrades. Encore une petite entrevue. Il a commencé la promo et il s'est fait interrompre par Shinsuke sur les gros écrans. Shinsuke qui a fait une très belle promo. Il le fait en japonais, puis ça fonctionne. C'est le fun. On comprend ce qu'il dit parce que c'est écrit en dessous de lui. Là, on s'entend, il y a des sous-titres, mais on comprend l'intention, l'intensité qu'il donne aussi. Shinsuke fait le meilleur travail qu'il a jamais fait depuis qu'il y a WWE. Puis on le dit, je pense que ça fait 6 mois. Tout ce qu'il a fait avec Cody, tout ce qu'il a fait avant avec... avec qui... Non, c'est ça, contre Cody, cette feud-là était super intéressante. Fait que super belle promo de Sami et aussi de Shinsuke, qui j'ai l'impression que ça sera pas une très longue feud. Là, c'est juste là pour le moment. Qui a apporté un très bon match aussi. Exact. Puis là, si on reste dans le kayfabe, ben, on a un Shinsuke qui a dû se faire un ami à quelque part dans l'équipe technique parce que capable de partir des vidéos, quand il veut, où il veut. Il a craché dans la face de quelqu'un, puis il a dit « Je te contrôle maintenant, moi je suis comme Malakai. » Ah ouais. Fait que le mode, ouais, j'aime ça, c'est différent aussi. C'est une construction différente, fait que j'ai bien aimé ça. Tout aussi, ensuite, on a de Becky. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette promo-là. Oui. C'était une belle sincérité. Puis il y a eu un petit clin d'œil entre Seth puis Becky, entre les deux, dans les deux promos, là, dans la promo de Seth avec Cody. À un moment donné, il dit genre un je t'aime, I love you too, je sais pas quoi. Je pense à quelqu'un qui écrit quelque chose dans le public. Et Becky fait exactement la même chose dans sa promo. Fait que je trouvais ça un peu cute. Ouais, qui se dit genre je t'aime à travers leur promo. Bref. C'est comment? C'est cute, les deux ont réagi. Mais ouais, t'as senti un peu, moi je sentais une Becky un peu en feu parce que Seth venait de faire une très bonne promo. Puis elle aussi, elle arrive, puis elle refait une excellente promo. J'ai pas compris la limonade. Les deux sont excellents. J'ai pas compris la limonade. Je pense que c'est une manière, quelque chose qu'elle veut peut-être intégrer. On a testé quelque chose peut-être. C'est une gimmick. De genre faire, on lève notre verre parce que personne le fait. Ben, t'as un peu Street Profit qui ont essayé peut-être un peu faire ça, mais le côté on lève notre verre. C'est obligé d'être un 4 litres de limonade, là, tabarnak. Non, c'est ça. Ça, je pense que c'est intense. Ou, genre,
fait comme, je sais pas si je sais plus c'est qui le fait à la All Elite, mais qui est capable de te caler une bouteille. C'est Action Andretti. C'est Ah oui, mauvais c'est comme ça. gimmick, là. Mais exact. Mais au moins, tu sais, ça faisait ça, ça le calait au complet, ça serait impressionnant. Mais là, c'est peut-être trop immense pour caler ça. Fait que... Mais oui, bonne ouais, je pense que c'est peut-être une tentative de nouvel truc. Mais ouais, une bonne promo. Moi, je pensais qu'elle allait l'utiliser pour le pitcher d'en face de Naya quand elle s'en venait, ou pour. Ouais. Mais finalement, ça a juste revolé. Puis... Exact. Puis là, on essaie de semer le fait est-ce que ça va être Naya ou Mamie qui va gagner. Puis dans les deux cas, ça ferait du sens que ce soit Becky. Mm-hmm. À voir. Je sais pas, ça va être quoi le pacing de Elimination Chamber. Est-ce qu'on va faire le match d'élimination en début, puis faire le match de Mamie contre Naya en fin? D'après moi, c'est ce que je penserais de la manière que c'est construit. Parce qu'on veut laisser peut-être l'ouverture que c'est Becky qui gagne, mais ça fait du sens que ce soit une ou l'autre qui s'y rendent. J'ai hâte de voir si jamais c'est Becky qui gagne l'Elimination Chamber. Comment on va construire ce match-là. Est-ce qu'on va faire on va retourner Mamie, Rhea Ripley, heel pour garder Becky face? Est-ce qu'on va tourner Becky ou on va faire face-face? Ils l'ont tourné face pour Perth. Elle peut redevenir heel le lendemain facilement. Là. Ben, je pense que oui aussi. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça reste un... En tout cas, il essaie au moins de semer le doute dans l'esprit. De faire... Il y a différents chemins qui feraient du sens selon les résultats qui arrivent. À voir pour la suite. Il y a tout un peu de malédiction là, quand on joue un peu au niveau local. Quand on était à l'époque de Vince, il faisait perdre tout le monde quand t'étais chez toi. Tu perdais. C'était pratiquement assuré. C'était très rare de perdre sa ceinture contre Nia Jax, on s'entend. Là. Ben, on se dit, ça ferait pas de sens, mais ben, à voir, tu sais. C'est vrai. Plein de gens qui ont perdu dans leur ville natale à travers les années. Des Randy Orton. C'est quand Vince bouquet, là. Je sais pas. Mais bon, on est dans un autre ère, heureusement. Fait qu'à voir, c'est ce qui va se passer. Puis on est vraiment dans un autre ère parce que c'est Pat McAfee qui est de retour aux commentaires. Il a dit quelque chose d'extrêmement drôle pendant le match de Truth contre JD McDonough à Raw. Pat, il dit Truth doit être l'humain dans la cinquantaine le plus athlétique au monde. Puis Cole est comme, yes, moi aussi je suis dans la cinquantaine, puis je suis pas athlétique de même. Pat qui dit, j'ai 36 ans, puis un matin, je me suis tiré un muscle pendant que je faisais caca. Fait que le bon Pat est revenu, là. Le Pat McAfee à l'aise, qui lâche des cracks de même. Et de retour, il est installé, il est là, puis ça me fait beaucoup rire. Il y a des coliques de bon call. Des fois, c'est un peu too much, mais je pense que c'est de même que c'est ça qui fait son charme. Que, pour les promos de Raw, c'est ce que c'était. Sinon, un match qu'on a bien aimé, autre. 3 contre 3, le match de New Day contre AJ Uso contre Imperium. J'ai vraiment aimé le match parce que ça continue l'histoire entre Jay et Gunther et aussi New Day contre Imperium, contre Kaiser et l'autre monsieur. Donc, ça fait juste... Vince. Oui, ça fait une belle continuité. Ça fait continuer l'histoire. Puis c'est un beau petit match, super le fun à écouter. 6 extrêmement bons lutteurs. Je vous invite. Puis à chaque fois que Kofi et Gunther sont dans le ring, j'ai tout le temps la même pensée qui est Gunther, renfonce pas plus le chest à Kofi. C'est assez. Donne-y pas de chop, s'il te plaît. Ça va y faire mal encore plus que ça. Kofi qui se plaît à dire quand on lui demande, quand on lui pose des questions sur son chest, c'est comme j'ai mangé une fois une chop de Big Show puis ça a donné ça. Fait que c'est l'histoire qui se plaît à raconter. Ça me fait bien rire. Fait que c'est ça pour. Oui. Ouais, puis c'était-tu dans. Je me souviens plus si c'était dans le Raw ou le SmackDown, mais le segment de R-Truth avec DIY qui les remercie. C'était là où c'était à Raw parce que. C'était à Raw. C'était très niaiseux là, qui remercie DX de l'avoir aidé. DIY est venu aider Truth après le match contre JD parce que. Parce qu'eux s'en allent contre le Judgment Day. Exactement. Puis. Ben oui, vas-y, raconte-les. En fait, c'est ça, c'est juste ça. Puis là, en coulisses, R-Truth qui remercie le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, puis le Cerebral Assassin, Triple H, de l'avoir sauvé. Il aurait jamais pu penser qu'elle allait être sauvée par DX.
Et là, c'est très niaiseux. Fait que Gargano DIY a puis, été transformé. Gargano puis Ciampa qui ont quand même le look-ish de ce qui est. Un mini peu. Ciampa un peu. Ciampa a le look Triple H. Les cheveux pis la barbe. Ouais. Niaiseux. Mais ouais, c'était très niaiseux encore du R-Truth qui me fait tout le temps rire dans l'absurdité. Fait que c'était très bon. Et c'est ce qui conclut notre dégustation de Raw. Par la suite, on va à la discussion de Dynamite. Alors, tout d'abord, au niveau des promos, on a dessus? Non, on en a pas eu. Moi, j'ai noté la nouvelle entrée des Young Bucks que j'ai. Ah oui, la nouvelle entrée des Young Bucks, effectivement. Puis il lutte en soute. Il lutte en soute. Qu'est-ce que tu veux? En soute plein de sang, puis Comme j'ai lu un article qui disait que les Young Bucks, ça a été ça toute leur carrière. Ils ont été tagués comme des gars malpolis qui ne serraient pas la main des vétérans backstage. Ils ont comme lean into it. Ils ont été là-dedans. Ils ont été tagués comme des gars qui utilisaient trop des super kicks. C'est devenu des super kick party. Ils ont été tagués comme des gars des préférés à Meltzer pour tout le temps des matchs 5 étoiles de Meltzer. Ben, ils ont nommé un de leurs finisher. En hommage à Meltzer. Fait que là, ils sont une place où on les critique de pas faire leur rôle d'EVP comme du monde ou d'être des fois pas polis ou pas être les meilleures personnes backstage puis ils vont engager leur ami puis ils vont pas faire ce qu'il y a de mieux pour la business. Puis encore une fois, ils font ce qu'ils font de mieux. Ils lean into it. Donc ils vont aller complètement dans la gimmick qu'on leur reproche de faire et ils le font calissement bien. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle ce qu'ils font. Puis moi, j'aime ça. Puis ils ont intégré, un peu comme on en avait jasé à l'époque, ils ont intégré un peu plus de mouvements de transition lents, sortir du ring. Des chokeholds un peu plus. Puis exactement. Fait que j'aime qu'ils ont adapté aussi leur style pour être un peu plus heel dans un style de lutte plus lent, justement, alors que les Young Bucks sont reconnus pour être très rapides, avoir un bon pace. Presque donner un V-trigger à Tony Schiavone, ça m'a fait beaucoup rire. Exact. Fait que ça, c'était pour les promos qu'on avait du côté de Dynamite. Par la suite, on a également eu des bons matchs. Donc, on a ouvert avec Moxley contre Dax. Dax Harwood. Qui, un bon petit match de deux vétérans. Ouais, deux vétérans. Mais un Dax qui, à chaque fois qu'il fait du solo, ça me surprend à quel point il est efficace aussi. Oui. Parce qu'on dirait qu'on le reconnaît jamais. On le connaît plus à l'intérieur d'FTR, mais il est tellement bon aussi dans la logique d'un match là, en général. Là, donc, tout ce qu'il fait dans son match fait du sens. Tous les moves, tout ce qu'il vend, où il veut. J'ai l'impression que c'est lui dans FTR qui amène peut-être ce côté logique-là. Oui. Parce que, je pense que dans les combats solo, je le ressens plus du côté de Dax. Que... Puis t'es contre Moxley qui est aussi toujours peut-être moins logique, mais qui est certain est prêt à suivre les idées de n'importe qui. Si c'est des bonnes idées, ben ça fit. Puis les deux, c'est deux gros brawlers qui ont pas peur de coller des volets. Fait que le fit fonctionnait. Même que je suis surpris qu'on n'ait pas déjà vu, qu'on n'ait pas vu plus tôt ce pair-up-là, ce match-là ensemble des deux gars. C'était très très bon. Puis dans un autre un match complètement aussi intense, c'est Orange Cassidy contre Matt Taven. Matt Taven qui lutte en simple pour la première fois à Dynamite. Un Matt Taven que j'ai vu beaucoup lutter à Ring of Honor dans le temps. 2018-2019, avant la pandémie, là, avant que Tony Khan achète Ring of Honor. Matt Taven qui a été quand même champion quelques fois. Champion télé, champion même de Ring of Honor. Un match qui est un Texas Deathmatch, mais le côté Deathmatch, on l'a vraiment vu dans le dernier quart du match. Ouais. C'est vraiment à la fin. Et puis on en a eu quelques-uns, Texas Deathmatch, dans les derniers mois. Ouais, il y a un petit peu moins d'impact, celui-là. Exactement. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a eu beaucoup de beaux spots. Le spot où Orange Cassidy reçoit une boîte de chocolat de Trent. Il l'ouvre et c'est des punaises. Pas des punaises de lit, mais des pins, des thumbtacks. Ce serait dégueulasse, c'était juste des punaises de lit là-dedans. Puis l'autre, beau spot, c'est pas tout le monde qui trouve ça beau, moi je trouve ça écœurant, c'est Matt Taven qui fait juste sauter par-dessus la troisième et qui tombe dans une table qui était à côté sur la table des commentateurs. Je l'ai réécouté 4 fois ce spot-là, tellement c'était... il vole, Matt Taven qui vole littéralement, puis qui s'écrase. Puis beaucoup de sang aussi dans ce match-là. Fait que... j'ai été surpris moi, de Matt Taven dans le match. Qui fasse ce genre de match. Puis aussi au niveau du booking, le fait que la ceinture était en jeu. On s'entend c'est un Texas Deathmatch. Fait que ça donne l'idée que c'est pas mal certain que il gagnera Undisputed pas, Kingdom. Ça fait non, mais Undisputed Kingdom va intervenir. Fait que comment on va faire pour faire gagner Orange
si on veut pas y faire perdre la ceinture. Ben, Fait que moi, j'ai quand même aimé le côté. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer trop. Ah, ben vois-tu, moi, c'est le contraire. Vu qu'on bâtit. Voyons. Bonjour, Brock. On bâtit. Voyons, le dude qui casse des dos, là. J'ai oublié son nom parce que j'ai pas de mémoire. Qui est dans... Le dos qui te casse des dos. Le gars qui est dans United Kingdom, là. Roderick Strong. Roderick Strong. Merci tellement pour ça. Là. Merci, j'ai eu un gros blanc. Ça fait 2 mois qu'on bâtit Roderick Strong qui va se battre contre Cassidy à Revolution. Ouais. Fait que j'étais comme, ben, ils feront pas gagner Taven là. Tout ce qu'ils ont mis comme temps, comme histoire, à moins de faire un gros twist ou avoir un Taven contre Roderick Strong. Mais je suis d'accord. J'étais pas en mode il va perdre la ceinture. J'étais plus en mode comment il va faire pour la garder je comprends. Dans ce concept de match-là. Je comprends. OK. Fait que là, finalement, c'était une intervention. Finalement, c'était plate un peu. C'est un peu un classique. Ouais. Mais bon, c'est quand même un match avec des beaux spots qui a bien fini. C'est surtout pour les quelques spots que j'ai noté ce match-là. Beaucoup de ça aussi, là. Orange à Mané, là. Ouais. Il y a une grosse ouverture qui s'est faite, là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Et sinon, SmackDown, on n'avait pas de match et pas de promo autre que celle qu'on vous a déjà parlé du Rock. Donc, une semaine un peu plus mince. Il n'y a pas eu de collision à cause du basketball. Donc, Exact. C'était le match des étoiles, ce que j'ai compris, exactement. du basketball. Donc, ils n'ont pas fait de collision. Donc, un spectacle de moins cette semaine. Et c'est ce qui complète notre retour sur la semaine. Absolument. Vous pouvez nous suivre partout, comme à l'habitude, directement ici sur YouTube et ou sur vos plateformes de podcast préférées. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous parler, discuter avec nous, venir joindre la discussion avec nous et avec Pierre-Paul qui commente, qui est là avec nous dans le bas. Vous allez commenter si vous avez, même si c'est juste un bonjour messieurs, même si c'est juste un petit emoji de bonhomme qui sourit. Pour nous, ça nous aide beaucoup dans notre algorithme parce que, j'aime vous le rappeler, on est en road to vers 1000 abonnés. Donc, on veut se rendre à 1000 abonnés avant WrestleMania extra large. Donc, si vous êtes là, que vous partagez, que vous commentez, ça nous aide, nous autres, là, dans tout ça. Si jamais vous nous écoutez seulement à l'audio, vous manquez des fois des gags parce que dans le montage, j'aime bien rajouter des fois quelques gags visuels et un support visuel aussi qui vient avec tout ça, des choses, des mouvements, des séquences qu'on explique qui sont mis. Il va y avoir une photo de Tao des Cités d'Or. Il va y avoir une photo de Tao des Cités d'Or, exactement. Peut-être même à côté de Rock là, pour vraiment là, qu'on sache qu'on parle des deux qui se ressemblent un petit peu. Ou peut-être pendant, un superposé sur l'autre. Il y a un fondu d'un autre qui apparaît dans la face de l'autre. On sait pas ce que je peux faire. Je fais du montage sur iMovie. Pour ceux qui connaissent un peu le montage, c'est assez limité. C'est ça. Ouais. Sinon, oui, c'est ça. Si vous nous écoutez à l'audio seulement, vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook pour commenter, pour discuter avec nous. Fait que, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup de nous suivre là-dedans, dans cette aventure qui est les sommeliers de la lutte. Yeah, et vous, c'était quoi vos matchs cette semaine? Dites-nous également en commentaire. Puis vous pouvez dire les matchs qui s'en viennent également, à ceux qu'on n'a pas encore vus au moment où on enregistre, mais on va vous faire des retours sur la semaine qui suit par la suite. N'oubliez pas le questionnaire d'Elimination Chamber, dernière chance, d'ici vendredi minuit ou 11h59 du soir. Remplissez ça. Il est dans les commentaires aussi, si vous êtes sur YouTube ou si vous allez sur nos pages, il va également être disponible. Et nous, de notre côté, notre prochain épisode va être le 26 février. On va faire un retour et une analyse du pay-per-view Elimination Chamber. Est-ce que c'est encore Maxime Périard qui va être le meilleur dans l'analyse et dans à voir. Je rappelle que c'est lui qui écrit le formulaire, c'est lui qui écrit le questionnaire, donc il y a réponse à tout. C'est pas vrai, il y a réponse à tout. Et là, à voir si je vais garder mon titre. Mais c'est quand même difficile d'habitude de garder un titre. Mais on va voir. C'est sûr qu'Elimination Chamber, c'est d'habitude... Les pay-per-view de transition entre deux gros, normalement, sont plus prévisibles. Pas trop de changements habituels. On va voir. Mais là, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je vais m'en tenir à mon ancienneté et à toute l'expérience que j'ai acquis. Que l'Elimination Chamber, c'est rare qu'il y a des changements importants qui se passent dans ces pay-per-views-là. Et sinon, merci encore d'être là. On approche tranquillement pas vite les 1000 abonnés. Merci d'être à l'écoute. C'était Max Périard ainsi que Pierre Castonguay. Ciao pour les sommeliers de la lutte. Bye bye!